Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je crois que c'est trop dit de la part de Madame Amir, mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire avec. Juste. Donc, bonjour. Donc, le thème que j'ai choisi, c'est la transition vers l'IFC. J'ai fait exprès de sortir un peu de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on parle du BIM, il y a plusieurs personnes qui croient que le BIM, c'est un logiciel. Or, ce n'est pas le cas. Et même pour ceux qui comprennent que déjà le BIM, c'est une démarche collaborative qui permet d'assurer une bonne gestion du projet, automatiquement on cherche des logiciels propriétaires. Ils sont connus, on va dire, il y a le Revit, il y a Allplan, il y a un logiciel de Bentley. Mais ces logiciels sont forts dans leur environnement. Mais le BIM, il n'est pas fait pour être, je vais dire, uniquement certains logiciels qui vont le manipuler. Donc j'ai choisi la transition vers l'IFC parce que l'IFC, c'est autour de laquelle que le BIM on travaille sur le BIM. Donc on va voir c'est quoi l'IFC, quels sont les bénéfices et les gains qu'on pourra avoir sur notre projet si on a recours au BIM en manipulant en fait les maquettes IFC. Donc voilà, je me présente, je suis Abdelhamid Belmaris, ingénieur d'État en génie civil de l'HTP, promotion 2003. J'ai eu une certification référent BIM de CSTB. J'ai fondé 2 bureaux d'études, Promen et BIMpulse. BIMpulse, c'est encore nouveau, donc c'est qu'ils prennent la relève pour intervenir au niveau du BIM. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs de cette présentation. C'est que présenter l'IFC et son importance dans les projets de construction. On va discuter des bénéfices et des gains apportés par l'IFC pour l'ingénierie. On va partager des études de cas concrets, des exemples concrets pour voir c'est quoi l'impact de gérer un fichier IFC, d'adopter le BIM dans son projet. Et on va essayer d'encourager les gens pour adopter la démarche BIM dans leur projet. Et c'est assez facile pour le faire. Je vais un petit peu parler de l'histoire des supports de travail qu'on avait. Donc initialement, avant les années 80, on avait une table de dessin. Donc c'est une table à dessin simple sur laquelle l'architecte dessine son projet et même les autres corps d'État ils font de même. Après, il y a eu une invention en fait des logiciels DAO, des dessins assistés par ordinateur ou CAD. C'était AutoCAD ou ArchiCAD dans ses premières versions. Après, ceci a été développé vers une modélisation surfacique. Et c'était le cas de SketchUp. Donc modélisation surfacique, c'est uniquement une vue 3D, mais avec plusieurs objets, des arêtes et des surfaces qui sont libres, qui ne sont pas indépendantes, qui ne sont pas dépendantes l'une à l'autre. Après ceci, donc, il y a eu une transition vers la modélisation 3D. C'est une modélisation volumique, mais c'est vrai, elle constitue une dépendance entre tous les objets de la maquette, mais elle reste comme ça. C'est une maquette 3D, parfois assez lourde, mais elle permet uniquement de visualiser le projet. Et après cette phase-là, il y a eu une modélisation objet. La modélisation objet, c'est celle qui tourne autour de l'IFC. Donc c'est celle qu'on appelle une maquette BIM. C'est quoi sa spécification? C'est qu'elle permet d'avoir des données géométriques et des données sémantiques. Donc c'est-à-dire des attributs qui permettent de dire que ce poteau-là, l'ordinateur, il connaît que ce poteau, c'est un poteau. Par contre, la modélisation 3D, ce sont nous qui connaissons que ça, c'est un voile ou c'est un poteau ou c'est un mur. Mais par contre, au niveau de l'IFC, cet objet-là, lorsqu'on clique dessus, donc on connaît exactement qu'il y a des données géométriques, il y a des données sémantiques. Je vais dire, si c'est un poteau, c'est une caractéristique de résistance. Si c'est un mur, c'est des résistances thermiques. Donc, une maquette UFC, elle permet de transférer ou elle permet d'avoir certaines données sémantiques qui permettent de les exploiter après.
Donc le BIM, il est connu, donc c'est Building Information Modeling, mais parfois, là, il faut qu'on distingue trois choses. Il y a le M, il y a les trois M. Modèle, c'est le modèle BIM dont on parle. Modeling, c'est la modélisation et toute l'organisation derrière qui permet de faire cette modélisation. Et le management, c'est comment gérer toute la démarche BIM. L'IFC, c'est l'Industry Foundation Classes. Donc, c'est un format de fichier, mais parfois on dit que c'est juste pour simplifier, mais sinon, c'est un schéma. C'est un schéma qui est ouvert et neutre pour échanger les modèles numériques. Là, on le verra après en détail. Donc, le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est que déjà, il y a la notion de phasage des études. Donc, on ne peut pas parler de BIM ni de réussite des études s'il n'y a pas une démarche assez précise dans un projet. C'est-à-dire qu'on doit passer par un APS, un APD, et là, tous les corps d'État doivent intervenir à ce stade. Après, il y a la phase EXE et la phase DCE. Donc, si on ne parle pas de phasage, il vaut mieux de ne pas parler du BIM, même de ne pas chercher à réussir son projet. À ce stade, avec les supports qu'on travaille, avec les dessins 2D, ça crée une multitude de flux entre les intervenants. Par exemple, l'architecte, il fait sa conception architecturale. Il donne des plans en 2D, des DWG au bureau d'études de structure. Celui-ci, il fait sa conception de structure. Il retourne sa conception à l'architecte. L'architecte également, il donne ses plans au bureau d'études fluides. Donc celui-ci, il est établi, il fait ses études fluides et il retourne en fait à l'équipe toute la conception fluide. Et là, c'est où on a un chevauchement des interventions. Ici, l'architecte, par exemple, il y a un poteau qui le dérange, donc il doit retourner l'information au bureau d'études de structure. Mais en même temps, il y a le fluide qui doit avoir cette information d'échange entre. Donc c'est difficile de gérer cette multitude. C'est pour cela qu'il y a toute une organisation à faire avec des gens de synthèse qui vont faire la synthèse, la coordination et tout ce staff. Ce qui en découle de ceci, parfois on a plusieurs erreurs et omissions dues à la mauvaise coordination entre tous ces corps d'État. Il y a parfois des difficultés de mise à jour des documents et des informations qui sont liées. Il y a des problèmes de compatibilité parfois entre les différents logiciels, donc des problèmes de version parce que les gens travaillent par les mêmes logiciels, mais parfois il y a ce problème-là de version, ça bloque un peu. Il y a des pertes de temps et des coûts supplémentaires qui sont dus à des erreurs et des reprises. Donc, toutes ces démarches-là, c'est ce qu'on a comme contexte. Il y a des défis, c'est comment on peut améliorer cette démarche en adoptant une démarche plus collaborative qui va nous permettre d'éviter au moins cette multitude de flux entre les intervenants et d'avoir une vision globale qui est répartie pour toutes les parties prenantes. Donc, c'est quoi l'IFC? Là, j'ai pioché en fait la définition qui est donnée par Building Smart. En général, en fait, l'IFC, c'est une description numérique normalisée de l'environnement bâti, donc y compris les bâtiments et les infrastructures civiles. Donc, il s'agit d'une norme internationale ouverte, ISO 100, conçue pour être indépendante des fournisseurs ou agnostique et utilisable sur une large gamme de dispositifs matériels. Donc, le rôle de l'IFC, c'est être indépendant en fait, des logiciels de toutes les parties prenantes. Il y a plusieurs logiciels et cet IFC il a été inclus par Building Smart dans cette vision. C'est que après, si l'architecte il veut que l'entreprise lui donne une offre, il suffit qu'il lui donne une maquette IFC. Et cette maquette, elle comprend toutes les données nécessaires, que ce soit en fait géométrique, que ce soit en fait descriptive, avec toute la documentation nécessaire. Et ainsi, il peut avoir une offre globale. Donc en fait, ça, c'est la vision en fait future où on peut avoir ce concept de démarche. Il y en a certains projets où on a ceci, mais l'objectif, c'est généraliser cette démarche. Plus précisément, le schéma IFC, c'est un modèle de données normalisé qui codifie de manière logique l'identité
et la sémantique, c'est-à-dire il y a le nom, l'identifiant unique, lisible par machine et quoi que ce soit. Les caractéristiques ou attributs, là on va voir un petit schéma qui caractérise en fait ce que c'est qu'un IFC. Et il y a les relations également, des concepts abstraits et des processus et des personnes. Là j'invite à ce que vous consultez en fait le Building Smart. Il y a technicalbuildingsmart.org. Là il y a toute la documentation qui concerne l'IFC. Il vaut mieux c'est un petit peu parce que c'est lié à la programmation, mais il vaut mieux le lire parce que si on le comprend, on va comprendre toute la démarche BIM qui est derrière. On va comprendre comment on définit un protocole. On va comprendre pourquoi on définit en fait un cahier de charge BIM. Parce que là, si on comprend l'IFC et les données que chaque attribut contient, on peut facilement en fait dire qu'on peut maîtriser en fait une démarche BIM. Donc là, voilà un exemple de structure d'IFC. Je vais voir. Je vais parler d'ici. Donc ici à droite, vous avez les entités. Donc il y a le projet, il y a IFC Site, il y a IFC Building. Et en bas du IFC Building, il y a tous les objets qui sont conçus. Il y a les poteaux et IFC Column, il y a l'IFC Door pour les portes, il y a les appareils électriques, le furniture, le IFC Railing, ainsi de suite. Donc c'est un fichier qui est assez organisé, qui permet même pour ceux qui veulent faire des programmes avec soit en Python ou en autre programme, c'est facile de manipuler ceci. Donc, une fois on comprend en fait le système, c'est facile de le gérer. Et même pour les logiciels propriétaires, en fait, pour l'exporter, donc c'est ce schéma qu'il faut respecter. Également, si on va, j'ai pris ici un exemple. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ici, j'ai pris un exemple de poteau. Sur le poteau, vous avez exactement, en fait, voilà ce qui donne l'IFC. Ah, c'est pas grave. Il contient en fait l'information sur le logiciel avec lequel il a été réalisé. L'entity, c'est en fait la nature de l'objet, elle est bien donnée. Il a le global ID parce que chaque objet, il a une référence donnée qui est connue pour la maquette. Le modèle, c'est le nom de tout le modèle où ce poteau il est compris. Également, il y a ce qui est nécessaire, surtout pour ce qui est économique. Vous allez voir column-based quantities. Donc, c'est cette property set qui concerne en fait les dimensions du poteau. Il y a la longueur, les sections et tout ceci. Et là, si on généralise cette démarche pour l'ensemble en fait des objets, on va constater que l'IFC, il comprend toutes les données nécessaires pour réussir son projet. Les avantages de l'IFC, je vais les citer, mais après, on va avoir des cas concrets qui vont matérialiser ceci. Donc, il va améliorer la précision des données, il va permettre une maîtrise de la collaboration interdisciplinaire. Pourquoi? Parce que déjà là, pour l'IFC, on travaille sur une maquette centrale. Ce qu'on fait, c'est que l'architecte, il conçoit son projet, il exporte sa maquette en IFC. C'est une image uniquement de sa maquette propriétaire. Cette maquette-là, elle est prise par les autres corps d'État, le structure, fluide, électricien et ainsi de suite. Et chacun, il travaille dessus et il donne sa maquette. Maintenant, l'échange, à travers quelle plateforme ou comment ceci va être déroulé, ça dépend en fait du choix des logiciels qui a été pris. Pour Revit, par exemple, il y a une plateforme qui est interne. Là, il travaille en format propriétaire. Et ainsi pour Allplan ou autre. Mais on peut avoir, par exemple, OneDrive, Google Drive, Dropbox. Là, on peut gérer toutes les maquettes dessus et il y a quelqu'un qui peut faire la synthèse après et c'est facile à voir. Donc, à travers les cas de figure, on pourra voir des exemples qui expliquent ceci. Là, c'est un projet qui est en cours. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est une démarche qu'on a adoptée depuis 2018, concrètement 2018. C'est que lorsqu'on reçoit un projet, donc on reçoit les plans architectes, que ce soit des plans masse ou des plans individuels des blocs, qu'est-ce qu'on fait? On modélise en nous-mêmes la maquette architecturale. Ce n'est pas une redondance, mais vous allez voir après qu'est-ce qu'elle nous permet de faire. Cette maquette, une fois elle est montée, déjà un premier avantage, ceci nous permet de
maîtriser déjà la conception architecturale. Donc, s'il y a une erreur, s'il y a un problème, même en termes de conception, on comprend plus le projet. Mais après, structure, fluide, électricité, ils travaillent sur la même maquette. Après, on verra sur quelle base on travaille. Là, c'est un cas concret. Pourquoi on fait ça? Même si ça, c'est indépendant de la taille du projet. On fait ça pour limiter les problèmes qu'on pourra avoir au niveau des projets. Généralement, les clients ne sont pas très doués à lire des plans 2D. Là, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est le cas. Ils préfèrent toujours, si on voit des vues 3D, là, ils peuvent comprendre. Et si le client comprend, là, on est tranquille parce que déjà, on est sûr que le projet qu'il veut, il l'a déjà en phase conception. Si vous voulez dire, on construit avant de construire. Donc là, on lui permet déjà de voir tous les problèmes qu'il peut rencontrer au niveau du chantier. Si vous voyez... Ça ne marche pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'indice. Vous voyez le point rouge, non? Là, il y a un exemple. Là, il y a un poteau, par exemple, qui traverse la fenêtre. Et en bas, il est en coin. On dit au client et à l'architecte, voilà, il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision, par exemple? Ici, il y a un poteau qui est à l'intérieur de la chambre. Et c'est impossible parce qu'en bas, il y a la limite du rez-de-chaussée. Donc concrètement, ça nous permet de dire au client, au lieu de prendre plus de temps d'expliquer c'est quoi le souci, on fait une 3D, on envoie la maquette et comme ça, tout est résolu. Donc il peut nous donner la solution d'une manière assez facile. Un autre cas de figure, là avec les descentes des EP, voilà des descentes qui descendent ici. Donc c'est un endroit qui ne va pas plaire aux clients. Également, il y a des descentes qui sortent de la dalle en porte-à-faux. C'est sûrement l'architecte et le client ne vont pas apprécier ça. Mais si on était en 2D, c'est difficile de le voir en phase étude, surtout que les gens se précipitent pour aller directement à construire. Donc pour nous, c'est comme si on fait un point d'arrêt pour faire cette conception et on envoie des emails pour validation. Comme ça, on est tranquille. Là également, c'est un exemple. Voilà les descentes qui descendent en couloir. Ça va nous permettre de maîtriser nos gaines en phase étude. Donc les problèmes de ce genre, on les rencontre toujours au chantier. Pour une simple raison, c'est que les gens ne font pas attention à ceci en phase d'étude. Là, c'est un exemple que j'aime franchement parce que là, c'est la phase finale, je dis bien, de toute la démarche. Conception, modélisation des structures et tous les lots techniques. Là, c'est le bordereau. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le bordereau final qu'on va donner comme DCE pour travail. Il émane de quelle piste? Il émane de la maquette. Ce qui est génial ici et ce que j'aime franchement, c'est que supposons qu'il y a une modification en amont, donc déjà sur le plan archi ou sur la structure. Donc cette modification sera automatiquement impactée sur le bordereau. Donc pour moi, il y a un grand flux de travail, une grande masse de travail que j'ai gagné juste parce que j'ai modélisé initialement les maquettes. Donc, parfois, les gens disent que modéliser une maquette, c'est une perte de temps. Non, je perds du temps peut-être dans un premier ordre. Mais après, avec les modifications, avec les mises à jour, ça passe très vite. Là, nos projets, donc c'est de cette façon qu'on travaille de nos projets. C'est le même principe, on fait des maquettes architecturales, des maquettes de structure, on lance le client et on lui laisse la prise de décision convenable pour son projet. Là, c'est un exemple. Là, on a trop souffert avec un système de fondation en semelle isolé et des longues grilles et un réseau soudalage qui en sortie, on a 2 mètres et il faut trouver des solutions pour l'exutoire final. Si on n'a pas fait ainsi, donc c'est difficile de dire que déjà voilà l'exutoire qu'on a, est-ce qu'on peut se brancher sur le réseau externe ou pas? Donc ceci nous a permis de résoudre un grand nombre de problèmes. Là, c'est la même chose. Et là, Madame Ajal, ce qu'avait dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une interférence avec les autres logiciels. Cette maquette-là, elle émane de Covadis avec AutoCAD.
Donc c'est une plateforme donc, VRD que j'ai en fait exportée en IFC et que j'ai inclus dans le BIM Server Center. On verra après juste la suite de logiciels avec laquelle je travaille. Donc ainsi, j'ai la maquette architecturale que j'ai réalisée, mais il y a une maquette que j'ai intégrée dans le flux qui est d'un autre éditeur. Donc déjà, c'est faisable d'être... C'est ce que j'aime au niveau de l'opérabilité. D'ailleurs, l'IFC, c'est ça son intention, c'est que plusieurs logiciels peuvent intervenir sur une seule maquette. Là, c'est le même principe. Donc, on monte des maquettes et le bordereau que vous avez vu tout à l'heure, il concerne ce projet. Donc, on fait les 3D, on lance les captures d'écran à l'architecte pour qu'il voit les problèmes à éviter. Là, c'est le même principe. En haut, à gauche, c'était un sous-sol. Donc, c'était un réseau à faire passer. Donc, on a fait passer des réseaux. On constate qu'il y a des petits clashs à éviter. C'est une coupe sur l'architecture et la structure. Elle nous permet de voir une petite synthèse sur le... C'est basique et c'est simple, mais ça fait l'affaire. C'est comme si on travaille à la traditionnelle, mais avec des outils nouveaux. Donc, c'est ça le principe. Notre écosystème, bien sûr, c'est SIP, donc c'était depuis 2017. Je l'ai choisi pour cette raison-là. J'ai trouvé déjà que ça me permet d'automatiser mes tâches. Donc actuellement, je n'ai pas de souci. Même mes équipes, je peux ne pas les voir parce que déjà, il y a une démarche collaborative à tous les niveaux qu'on a pu instaurer dans notre bureau. Donc une fois la maquette, elle est là. Donc le processus, il va sans souci. Et même, on parle de protocole BIM. On s'est aperçu qu'on fait un petit protocole chez nous, parce qu'un protocole, il permet de définir les règles à suivre. Par exemple, je vais dire comment définir le mur, quelles sont les caractéristiques à donner pour qu'au niveau des maîtres, celui qui va extraire les données nécessaires, il peut faire son bordereau avec les attributs qu'il cherche. Donc, les conclusions, c'est que ce que j'invite déjà, adopter le BIM d'une manière progressive. Je sais que déjà, c'est difficile de changer. Il y a une résistance assez forte pour dire aux gens il faut changer. Non, il y a deux choses. Il y a les logiciels, il y a les compétences. Les logiciels sont liés à la démarche. Chacun garde les logiciels qu'il a. Les architectes, par exemple, ils travaillent avec Archicad, je vais dire avec Revit, avec n'importe quel logiciel. Si ces logiciels, et c'est sûr, ils permettent d'exporter des fichiers IFC, donc au moins, on exporte ces fichiers, on travaille avec. Même les bureaux d'études, qu'ils ont des logiciels, tous les logiciels donnent des 3D et donnent des fichiers IFC. Donc c'est juste un courage pour prendre une décision d'avoir accès à ces fichiers IFC, au lieu de se limiter au DWG. On donne les DWG, les PDF, mais on glisse avec eux des fichiers IFC. On va petit à petit. Même pour moi, pour le futur, c'est que je vais essayer je l'ai fait déjà, en fait. Même des logiciels, je les donne à mes clients pour qu'ils puissent faire des coupes nécessaires, faire la synthèse nécessaire pour qu'ils comprennent le projet. Comme ça, une fois une mise à jour elle est faite, au lieu que je leur envoie en fait les plans, je leur dis que déjà la mise à jour elle est là, ils rentrent et ils font la mise à jour. Donc c'est assez simple et assez concret. Bien sûr, les formations sont nécessaires pour comprendre en fait le BIM et l'IFC. Il y en a plein. Et la collaboration et partage d'expérience entre tous les professionnels. Et merci pour votre attention. Merci, M. Belmaris. Donc, je pense que on a réussi à avoir une vision très positive sur le BIM. M. Belmaris, il encourage. Donc, quand on voit ce genre de productivité, ce genre de qualité de projet, qualité de livrable, etc., ça encourage les gens à s'initier, à avoir le courage de initier en BIM. Donc... Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.